David Brunier. Wassim est un petit garçon algérien né à Oran. C'est lors de son premier anniversaire que son état de santé se détériore. Le diagnostic tombera rapidement et brutalement, il a une leucémie et ses chances de survie sont faibles. C'est sans compter sur l'amour et le courage de ses parents, ses jeunes parents, qui après les premiers soins à Oran remueront ciel et terre pour essayer de sauver leur enfant en le faisant soigner en France à Rouen. Elisabeth Bourgois, dans L'Espérance du retour, publié aux éditions du Cerf, nous relate leur parcours entre espoir et peur face aux nombreuses épreuves qui les attendent. Une histoire émouvante et poignante à découvrir avec Elisabeth Bourgois, qui est notre grand témoin dans le défi du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Elisabeth. Bonjour David. Bienvenue sur Vivre FM. Je suis heureux de vous accueillir parce que vous nous racontez une histoire riche, poignante, on en parlait ensemble, de ce couple et de ses enfants. Comment déjà les avez-vous rencontrés ? Alors je les ai rencontrés bizarrement, j'étais copine avec la grand-mère sur Facebook. D'accord. À travers la Méditerranée, et un jour j'ai vu le visage de ce petit Wassim, et comme on voit souvent des visages d'enfants malades, bon, voilà, comme je suis comme tout le monde, bon. Ouais. Et puis un jour je me suis rendu compte que ça allait pas très très bien, ils avaient besoin d'argent. Je dis bon. Et puis je me suis quand même, allez, je vais participer un peu à la cagnotte. Je me suis rendu compte qu'il y avait des réticences aussi, de gens disant oui, mais ces gens-là, faut faire attention, etc. J'ai voulu aller plus loin, dépasser mes a priori, qui sont les a priori de beaucoup de monde. J'ai téléphoné un jour au jeune papa, Yacine, et puis j'ai été les voir à Rouen, ils étaient mal logés à l'époque, puis j'ai été touchée au cœur. Et donc plus tard, me disant je ne sais pas comment faire pour les aider, et ce que je sais faire c'est écrire, puisque ce livre c'est mon 24e. Je me suis dit, et je suis infirmière d'origine, hein, Ouais. donc j'étais un peu sensibilisée à tout ce qu'ils avaient vécu, et je me suis dit, bon, je leur ai proposé d'écrire, mais qu'ils écrivent l'un et l'autre séparément. Donc lui il l'a fait sur son ordinateur, elle sur son portable. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient écrit, alors là, j'étais complètement scotchée. Je me suis dit, c'est inouï comme histoire. Et donc, je leur ai proposé vraiment donc, ce livre avec toutes les conséquences d'un livre. Un livre, c'est pas parce qu'on fait un livre après que tous les problèmes peuvent être résolus. C'est compliqué, c'est une nouvelle aventure. Le livre, c'est une aventure. En faire la promotion, c'en est une autre. Merci David de m'accueillir sur Vivre FM. Et donc voilà, et maintenant avec ses parents, j'ai découvert le système de soins algérien à Oran. Je suis allée là-bas, parce que je ne pouvais pas écrire une histoire pareille sans connaître leur pays, d'où ils venaient. J'ai rencontré leur famille, j'ai été accueillie de façon absolument remarquable, j'ai admiré ce pays, j'ai constaté ce qui n'allait pas. Les hôpitaux, c'est assez catastrophique, mais plus que catastrophique, c'est dans un état épouvantable. J'ai compris pourquoi ils étaient arrivés en France, parce que c'est là où on a pu sauver l'enfant. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est que très souvent, des familles algériennes, le papa va déposer maman et enfant dans un hôpital en France, et puis retourner au pays. Là, c'est une famille qui est restée soudée, unie. Le papa est resté. Il fallait soutenir l'épouse. Et vous l'avez vu dans l'histoire, ça n'aide pas que soigner le petit bout de chou Wassim. Il y a eu beaucoup d'aventures aussi. Justement, on va y revenir un peu plus en détail et on va découvrir d'abord ce couple. Donc ce couple algérien, ils sont jeunes quand ils se marient. Donc c'est Yacine et Khedija. Ils se marient, elle a 19 ans, c'est ça ? Oui, ils sont très jeunes, plein d'enthousiasme. Lui, il a terminé ses études, il travaille, il a terminé ses études de comptabilité et de gestion. Elle termine ses études de licence d'anglais, un peu d'espagnol aussi. Ils sont jeunes, ils sont amoureux, tout va bien, c'est le bonheur parfait. Ils se marient avec. Donc j'ai aussi appris tous les rites du mariage là-bas, parce qu'en fait c'est la religion musulmane que moi je ne connais pas du tout. Je suis chrétienne, et c'était intéressant de pouvoir non pas comparer, mais découvrir. Voilà. Et ils m'ont expliqué aussi la naissance de l'enfant, les prières, l'appel à la prière dans l'oreille droite, l'appel à l'autre dans l'oreille gauche. Et c'est voilà tout un tas de rites que j'ai découvert. Le bonheur parfait, jusqu'à un été où il faisait très chaud et où
Parce qu'il est né en 2015. En 2014. 14, voilà, c'est ça. Et c'est en 2015, justement l'année suivante, puisque c'est en été. C'est pendant le Ramadan qu'ils se rendent compte que leur fils en fait transpire beaucoup, c'est ça? Voilà, il va pas bien, il a de la température, on dit c'est pas grave, il fait très très chaud à cette époque-là. Mettez un peu un linge frais sur sa tête. Ouais. Et puis avec le Ramadan, il y a un rite de vie différent des familles. Donc voilà, on ne s'inquiète pas jusqu'au moment où petit Pooch, il a le visage gonflé, le ventre gonflé, dans un état épouvantable. Et là, les premiers à Oran, si on n'a pas tous les moyens, ils ont quand même pu faire des diagnostics, ils ont quand même pu apporter les soins, les premiers soins. Et après, on s'est retrouvé devant un diagnostic de maladie où il y a eu une petite erreur d'ailleurs dans le diagnostic, ce qui fait qu'on s'est dit, non, on ne peut rien faire pour l'enfant, on ne peut pas le soigner. Si on essayait de le soigner, on pourrait en soigner 4 à sa place parce que ça va coûter cher. Donc c'est pas grave, à la limite, vous rentrez chez vous et vous lui dites au revoir. Ouais. C'est terrible. C'est vrai que c'est ce qu'on découvre dans le livre, c'est cette... Déjà, bon, le système de santé que l'on découvre à travers votre écriture et d'ailleurs leur expérience et leur ressenti aussi aux deux parents, hein, comme on le rappelle, mais il y a cette premier médecin qui en fait les alerte quand même un petit peu en leur disant allez vite au service pédiatrique pour faire des tests complémentaires. Oui, mais en fait les médecins algériens sont de bon niveau. Ouais. Ils sont de bon niveau. Vous savez qu'en France, il y a plus de 9000 médecins algériens qui travaillent en France parce qu'ils n'ont pas les capacités matérielles de travailler chez eux. Donc ces médecins, ils disent on ne peut pas le soigner. Là-bas, si vous avez besoin, comme dans beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs, si vous avez besoin de sang, allez en chercher. Si vous avez besoin de plasma, allez en chercher. Si vous avez besoin de médicaments, débrouillez-vous. Ouais. Donc eux, cette famille a un niveau de connaissance, un niveau social, un niveau de capacité de comprendre qui leur a permis de remuer ciel et terre jusqu'à aller lancer des appels à la mosquée pour dire mon fils d'1 an a besoin de sang d'urgence et d'appeler faire des appels à la radio, etc. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec plein de donneurs et comme ils sont généreux, ils en ont profité pour en donner, en dire nous pour finir notre fils n'a pas besoin de tout ça, on en donne aux autres qui, s'il n'y a pas le sang, l'enfant meurt. Oui, parce que on l'a pas dit, mais en fait, Wassim est diagnostiqué avec une leucémie. Leucémie myéloïde, vraiment gravissime, un stade important. Et là, c'est pour ça qu'il disait en gros, en fait, ça sert à rien de le soigner parce que autant donner ce qu'il faut pour d'autres qu'on peut peut-être arriver à soigner. J'imagine que pour les parents, entendre, parce que c'est ce qu'ils ont entendu en fait, ce qu'on leur a dit, recevoir ce genre d'information avec son bébé qui a 1 an, ça doit être une épreuve, mais plus que douloureuse. C'est l'épreuve de tous les parents qui entendent ce genre de maladie, quelle que soit sa nationalité, peu importe, c'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. Et après, ils se sont battus en disant tant qu'il y a de la vie, on y va. Et, bon, quand même, et du coup, c'est quand même à ce moment-là où il va y avoir donc, les tests qui sont faits avec la leucémie. Ils vont l'envoyer dans un hôpital et ce qui est surprenant dans le livre, en tous les cas, c'est ce nom, donc El Assi, l'hôpital dans lequel ils sont envoyés, qui est l'hôpital. Là, on sait que quand on va dans cet hôpital, c'est l'hôpital des cancéreux. C'est l'hôpital des cancéreux. Et donc là, on voit très bien qu'ils comprennent à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose de compliqué, parce qu'il va quand même avoir une chimiothérapie. Donc ils ont essayé la chimio, ils ont essayé le... À 1 an. Le petit bonhomme, on n'arrivait pas à le piquer, donc là, les infirmières plus ou moins compétentes, pas de service de garde la nuit, à la limite, ils vont dormir, voilà. Donc, par moment, il a été piqué 50 fois, c'était épouvantable. Et donc, l'hôpital a quand même réussi à lui offrir de quoi survivre, et les médecins ont dit, mais nous, on ne peut pas aller plus loin, on n'en a pas les moyens techniques. Le problème, c'est qu'ils avaient fait une petite erreur dans le niveau de gravité de la leucémie, ce qui fait que quand le papa a essayé d'appeler les hôpitaux français, que ce soit à Marseille, à Paris, on a dit non, on ne peut rien faire malheureusement pour votre enfant. Ils sont quand même allés en France et on y arrivera avec le bébé dans les bras. Et jusqu'au moment où ils sont arrivés, on leur avait indiqué l'hôpital de Rouen avec le professeur Vanier et qui, devant l'état de l'enfant, ne pouvait pas le lâcher. On va faire ce qu'on peut. Et là, on a refait des tests et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. La leucémie était grave, mais moins grave que celle qui avait été diagnostiquée au début. Voilà. Alors, au-delà de cette erreur,
moi, il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans ce passage à Oran, dans cette vie qu'ils ont mis en place tous les deux, c'est que les rôles se sont répartis très vite et chacun a donné tout ce qu'il avait pour leur enfant. C'est-à-dire que la maman, parce qu'il faut savoir que l'hôpital, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas, en tous les cas nous en France, il n'y a que la maman qui pouvait rester avec Pour le son papa, enfant. c'était effrayant. Ouais. Donc il dormait dans sa voiture, le capot contre la fenêtre de la chambre Ouais. de l'enfant. Interdiction, et si tu veux voir ton enfant, bah, tu attends qu'il soit en état physique d'être porté pendant 1 heure dans la salle, dans le hall d'accueil, au milieu de tout le monde. Et c'est tout, tu peux pas y aller. Et les chambres, je les ai vues, c'est des petites chambres avec des petits lits rouillés. Les mamans dorment à côté, puisque comme il n'y a pas de surveillance constante, elles doivent être là. Elles tirent un matelas comme elles peuvent. Il y a des chats partout, avec des crottes de chat, etc. Des sanitaires dans un état épouvantable, c'est effarant. Un système, en plus, pour les cancers. Moralement, c'est aussi, d'abord, sur un plan de l'hygiène, Ouais. c'est épouvantable. Et sur un plan pour la maman, c'est aussi quelque chose d'absolument épuisant. Il n'y a même pas de chaise pour être à côté de l'enfant en permanence. Et psychologiquement, elles sont dans un milieu où elles voient les autres enfants mourir. Elles voient les autres enfants mourir. Et elles se demandent toutes quand est-ce que ça va être pour le mien. Non, c'est dur. Et c'est très très difficile. D'ailleurs, on voit la solidarité face à l'épreuve entre ces femmes, en fait. Oui, il y ces a une mamans grande solidarité entre les femmes. qui sont presque remarquable. obligées, mais parce qu'elles sont livrées elles-mêmes, puisque la nuit, en effet, il faut qu'elles gèrent à peu près tout toute seule. Chacun va trouver ce rôle parce que le papa, lui, va se démener justement pour trouver ce fameux don de sang pour sauver son fils. Ah oui, mais lui et puis ses parents se démenaient pour les traitements, pour les papiers, pour La nourriture, pour préparer. Tout. Ouais. Et c'est là où on voit que la vie d'un enfant, quelle qu'elle soit, elle a un prix. Parce qu'on dit votre enfant, ça va coûter trop cher. Et ce prix, ça n'a pas de sens parce que la vie n'a pas de... c'est une valeur qui n'est pas monétaire. Quoi. Oui. Voilà, ça n'est pas monétaire. La vie d'un enfant, on fait tout. Mais alors, il faut vraiment se rendre compte que déjà, si nous, en tant que parents, on a un enfant malade en France, dans tout notre contexte familial, notre contexte de culture, les soutiens des amis, etc., c'est déjà difficile, c'est épouvantable. Et quand on est loin de tout, quand on doit tout quitter, et ils ont quitté... J'ai vu l'appartement qu'ils ont quitté à Oran, il y a encore le blouson sur la chaise, ils sont partis. Oui, parce que, en fait, c'est assez surprenant, c'est qu'à un moment, ils vont même demander à un des médecins, dire qu'est-ce que vous feriez vous si c'était votre fils ou votre enfant. Et il dit je partirai en Europe. Ah, il ne donne pas forcément la France comme décision première, mais l'Allemagne, la Belgique. Ouais. Donc du coup, il le dit clairement, moi je ferai ça. Et les parents vont l'entendre, c'est-à-dire qu'ils vont faire le premier traitement, il va aller un petit peu mieux quand il sera au rang, et après ils vont décider pendant cette période de rémission légère, de décider de partir. Vous savez, là-bas en Algérie, sans dévoiler rien de secret, on voit bien que les gens politiques vont tous se faire soigner en dehors de chez eux. C'est fou, y compris certaines épouses qui vont accoucher en France. Voilà. Alors qu'en fait, ils ont moi, c'est ça que je trouve étonnant, ils ont des capacités extraordinaires de pouvoir tout gérer eux-mêmes. Et il y a certainement de l'argent, mais on ne va pas faire de politique. Non, mais en tous les cas, ses parents ne vont pas baisser les bras. C'est un exemple, c'est un très très bel exemple de courage, d'abnégation. Ils ont tout abandonné. Et bien ça va être le cas, ils vont partir, à un moment ils vont trouver une solution et ils vont devoir trouver un petit stratagème pour arriver à partir d'Alger, pour pouvoir arriver jusqu'en Europe, pour pouvoir faire soigner leur fils. Restez bien avec nous parce qu'on va découvrir justement la deuxième étape dans le soin de cet enfant qui passera notamment par la France et par Rouen. Restez bien avec nous sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Bourgois pour son livre L'espérance du retour qui raconte l'histoire de ce petit garçon Wassim et de ses deux parents qui vont tout faire pour essayer de le sauver d'une leucémie qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 1 an, donc très tôt, une leucémie au départ qu'on voyait foudroyante, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'espoir de pouvoir même le faire soigner, était peut-être estimé d'ailleurs comme étant un coût trop important. Mais ils vont quand même tenir bon, ils vont réussir à faire la première chimio. Le papa va se démener, notamment pour avoir le sang, pour faire les transfusions à son fils.
Et puis, il y a aussi autre chose qui est assez surprenant, une réflexion, moi, qui m'a marqué dans votre livre, Elisabeth, c'est quand un des médecins conseille à la maman d'avoir un autre enfant pour pouvoir faire une greffe. Et parce qu'en fait, le problème des greffes de moelle osseuse, c'est qu'il faut trouver un donneur compatible. Or, c'est souvent dans la fratrie que l'on trouve une chance sur 4 qu'il y a un donneur compatible dans la fratrie. Là, c'est un jeune couple, un premier bébé. Donc, on peut espérer que si la maman attend un enfant, on puisse, par le sang de cordon du petit, ça peut être 100% compatible dans 25% des cas. Donc, mais elle, on lui dit ça alors qu'elle est complètement épuisée déjà de soigner son bébé, son petit. Attendre un enfant, pour elle, ça n'a pas de sens. Et ce sera une fois qu'ils seront arrivés en France qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et au moment de l'échographie, elle voit la tête du médecin qui appelle le mari. Donc ça y est, c'est encore quelle est la catastrophe qui nous tombe dessus. Mais il n'avait pas une tête catastrophée, lui. Et c'est à ce moment-là où on dit, mais vous n'attendez pas un enfant, vous en attendez 2, et ce sont des vraies jumelles. Et là, Khadija, elle disait, elle a eu le fou rire de sa vie, parce que tellement ça lui paraissait invraisemblable, et en même temps, c'était une bouffée de vie qui lui arrivait. Mais c'est ça, parce que c'est quand même assez incroyable, vraiment, quand elle est à Oran encore, de se dire, on lui demande presque de faire un enfant pour soigner un autre enfant. Oui. C'est quand même quelque chose de... C'est quelque chose qu'on dit quelquefois aux parents, et c'est quelque chose d'effrayant. D'effrayant. Et c'est vrai qu'on le voit très bien, son cas de conscience, puisqu'elle est épuisée, clairement, par tout ce qu'elle doit supporter, parce que c'est elle qui tient à bout de bras son fils pour les traitements, puisque c'est elle qui l'accompagne partout. Il n'y a qu'elle, puisque son mari l'aide, mais il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas autorisé à être dans cette chambre-là. Donc, et elle prend cette décision, entre guillemets, de dire je ne me sens pas physiquement capable aujourd'hui, quand elle est à Oran, de faire l'enfant, mais d'autres solutions, ils veulent trouver d'autres solutions, et le papa va commencer à faire un vrai appel au niveau européen, essayer d'envoyer les dossiers dans certains hôpitaux pour avoir des retours, pour avoir, savoir si vraiment il y a des options. Et globalement, tout le monde dit la même chose, parce qu'il y a cette fameuse erreur de départ, comme c'est une leucémie qui est très... Et là, donc, ils sont heurtés évidemment à des refus. Ils se sont heurtés aussi à des charlatans. Ah oui, qui sous prétexte d'association qui aide, etc., dit, mais vous comprenez, monsieur, on a entendu votre appel, on veut bien vous donner 70 000 euros, mais pour ça, vous montrez quand même votre bonne volonté, donc vous nous avancez les 30 000 euros. Donc c'est vraiment c'est honteux de sauter sur des... Profiter de la détresse de gens pour ça. Et c'est vrai que Khadija, dans l'histoire de cette grossesse, elle se sentait en même temps épuisée et en même temps de se dire, mais si c'est ça qui peut sauver mon petit Wassim, pourquoi pas? Mais en fait, bon, elle s'est retrouvée enceinte c'était vraiment la grosse surprise. Qui est venu après, pendant le passage en France, puisqu'il va y avoir quand même ce passage-là, à ce moment-là. Ils vont décider de venir en France, à Paris. Ils vont arriver à Paris, ils vont être accueillis par une de leurs tantes, ici, et très rapidement, ils vont avoir un rendez-vous avec le professeur Vanier, qui exerce à Rouen. Voilà, et qu'ils n'ont pas connu très longtemps, puisqu'après il a pris sa retraite, et donc ça a été repris par une autre équipe tout à fait formidable, et qui est, ayant travaillé lui-même en Algérie, est très sensible à toutes ces familles, parce que bon, le cas que je raconte dans ce livre est malheureusement partagé par énormément de familles, avec des femmes, quelquefois ne parlant pas le français, totalement perdues, des enfants vraiment... C'est compliqué comme situation. Enfin bon, on va se concentrer sur... Ce que vous dites est intéressant, parce que on voit dans leur malheur, ces deux parents, dans leur malheur, avec évidemment de ce qu'ils ont dû supporter, ils ont eu la chance d'être éduqués, les deux, et notamment la maman, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'elle avait vécu déjà un cancer par le biais de sa maman, donc elle connaissait, elle s'est renseignée, on voit qu'elle a cette capacité, cette compétence de pouvoir rechercher des informations. Ah oui, mais ils passent leur temps sur Internet, hein. Ils cherchent tout, mais c'est terrible. Heureusement qu'ils ont pu faire ça. C'est vrai que parfois certains n'ont même pas cette faculté de pouvoir le faire, et d'être projeté dans un autre pays, que ce soit la France, ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être la Belgique, on en parlait, ou l'Espagne, peu importe. C'est compliqué. Là, il y a quand même ce petit savoir-faire de la part des parents. Il y a même une nuit où l'infirmière de nuit
ne savait pas piquer l'enfant, Oui. qui était enfin, vraiment avec une température très très forte. Il fallait absolument lui passer du paracétamol et le réhydrater. Et la fille, elle ne s'est pas piquée, c'est pas grave, elle est partie se coucher. Donc Ridija, elle s'est débrouillée, elle a été trouver les petites perfusettes, paracétamol, machin. Elle a dit, je sais comment il faut faire, elle s'est fait aider par une maman, je vais réussir. Et elle a réussi à piquer son enfant. Alors moi, en Oui, tant qu'ancienne j'ai vu. infirmière, j'en ai des frissons prospectivement. Mais après, elle s'est dit, jamais plus je referai. Mais je Ouais. sais que je peux le faire, si Ouais. jamais. Après, évidemment, en arrivant en France, ils ont rien Parce à qu'ils dire. arrivent en plus, c'est beau la façon dont c'est décrit, la façon dont vous l'écrivez d'ailleurs. L'arrivée à Paris se fait juste avant Noël. Oui. Et on les voit, le trajet en voiture pour aller chez leur tante à Paris ou à toutes ces maisons. Ils découvrent aussi un nouveau pays, ils découvrent le froid, puisqu'ils n'étaient pas forcément habitués au climat parisien. Et on voit quand même ce changement, cette transformation qui est en train de se passer aussi dans leur vie. Voilà, et tout d'un coup, ils se retrouvent dans une chambre d'hôpital propre, Ouais. une douche où l'infirmière veille à ce que Reditcha ait bien chaud pour prendre sa douche. Et par la fenêtre, il y avait les illuminations de Noël, il y avait les cloches, parce qu'il y a beaucoup de clochers d'églises Oui. et de superbes cathédrales à Rouen. Et c'était tout d'un coup, bon, ils ne connaissent pas Noël chez Oui. eux, forcément, mais tout d'un coup, c'était comme s'ils étaient accueillis. Il y a une espèce de respiration bon, qui a été courte, étant donné que l'enfant brusquement, ça s'est aggravé de façon dramatique. Mais c'est vrai qu'ils ont adoré cette ville, ils ont adoré l'ambiance de la ville, les illuminations, la beauté de la ville. Mais on voit aussi que ça a été dur pour la maman de lâcher prise aussi, parce qu'elle a tellement été habituée à gérer. Ah, mais ils voulaient pas. Elle voulait pas, alors que les infirmières. Bah, les infirmières disaient, attendez, rentrez chez vous. Le médecin disait, mais profitez, allez, vous êtes à deux, on s'occupe de votre gamin. Ben non. Nous, on vient en France, on ne lâchera pas. Ouais. Donc dites-nous ce qu'il faut faire. Mais rien, Ouais. rien, vous n'avez rien à faire. C'était votre devoir, c'est d'essayer de tenir le coup, donc d'essayer de dormir, d'essayer de manger, d'essayer de se distraire. On ne peut pas se distraire. Ils ne peuvent pas se distraire. Ça fait 3 ans qu'ils n'arrivent plus à se distraire. Ils n'y arrivent pas. Ouais, Mais je pense que c'est pour les parents les qui parents, peuvent nous écouter et qui ont eu un enfant malade. C'est une obsession jour et nuit. Et surtout, c'est une maladie qui est grave, qui est longue, et c'est une obsession, on comprend. Oui, parce que dès l'arrivée à Rouen, en fait, Wassim allait un petit peu mieux. Il va refaire une rechute à ce moment-là. Et il va falloir. Là, c'est là où le professeur va tout organiser pour qu'on sache exactement ce qu'il a, quel stade il a surtout, et sa maladie, et il va le mettre sous la vraie dose de chimiothérapie. Une dose énorme de chimio, Ouais. mais bon, avec toutes les conséquences. C'est vrai que j'ai vu toutes les photos de ce petit bonhomme par tous les stades où ça peut passer avec ces chimios, il gonfle, et à un moment, il sera une énorme pilosité. Enfin, il a un corps qui doit réagir à tout ça. C'est très violent. C'est très violent. Il a un an et demi, C'est pas hein. simple du tout. Bah oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Et donc, quand la maman se retrouve enceinte avec ses petites jumelles, c'est là où moi je fais des scénarios de spectacle vivant et on appelle ça un nœud dramatique majeur, et là on est dedans. Et donc dans le livre je dis bon, on va respirer un petit Ouais. peu parce que attention, l'histoire elle devient compliquée. C'est vrai que l'histoire va devenir malheureusement encore plus compliquée. Mais le petit garçon, Wassim, c'est vrai qu'en plus, les parents sont à mi-chemin entre l'espoir, parce qu'il y a des moments où ça va mieux, et puis des moments où ça dégringole d'un coup, et ça remonte et ça redescend. C'est les montagnes russes pour eux, avant même Comme l'arrivée de toujours ces dans jumelles. ce genre de Ouais. maladie, toujours. Alors, il y a quand même une greffe qui va être... à un moment, il y a une greffe, il y a un donneur qui va être repéré en étant à peu près compatible. Voilà, avec alors Wassim. c'est en fait, Khadija attendant des jumelles, elle a eu ce qu'on appelle un syndrome transfuseur-transfusé. Donc c'est-à-dire que les deux jumelles, au lieu de s'auto-détruisaient par des consanguins qui n'étaient pas compatibles. Donc on a fait une opération qui est assez délicate. Plus innovatrice même. Ouais. Voilà, pour laser, pour séparer les deux petites puces. Et il fallait que Khadija se repose, qu'elle accepte. Voilà. Donc les infirmières étaient bien contentes de lui dire, toi tu dois rester dans le lit. Mais c'était compliqué parce que imaginez que le petit Wassim était en préparation pour sa greffe. À ce moment-là, Khadija accouche de ces deux petites puces.
Et l'une d'elles va pas bien, la petite Malak, et va décéder au bout de 4 jours. Pauvre Yacine, lui, il est là, entre sa femme en maternité, son petit garçon en centre de préparation pour la greffe, une petite fille dans une couveuse parce qu'elle est prématurée, et l'autre en réanimation. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est vraiment... Ouais. C'est très très compliqué à lire. Et je pense que dans cet hôpital, où ils ont tous été formidables, et on a pu d'ailleurs donner à chacun le livre après, enfin plusieurs personnes là-bas, et ils se sont rendus compte que la situation, elle était insupportable psychologiquement parlant. Donc quand la petite puce est décédée, il fallait la ramener à Oran, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit enterrée en France, on comprend, il fallait qu'elle soit dans la terre natale, familiale. Et donc elle est partie seule en avion, petite puce, et elle a été accueillie par les grands-parents là-bas. Je suis allée dans ce cimetière à Oran. C'est moi qui n'ai pas tenu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je suis grand-mère et mère, donc voilà, c'était dur. Et c'est vrai que pour eux, ils n'ont pas encore pu aller là-bas parce qu'ils n'auraient pas de visa pour rentrer. Or, il faut du visa pour pouvoir continuer à soigner le bébé. Et puis après, le petit garçon, il a commencé à avoir des complications avec la greffe. C'est compliqué. La greffe de moelle osseuse, c'est compliqué. Hein. Parce que, en fait, l'idée, c'était qu'à ce moment, quand il y a eu les 2 jumelles, c'est-à-dire peut-être que du coup, elles seront compatibles pour pouvoir lui faire une greffe. Mais non, il y avait pas assez, elles sont nées prématurément, donc de toute façon, il n'y avait pas assez de sang de cordon. C'était pas possible. Donc c'est une dame allemande qui a pu faire le don. Le don. À compatible à 90%. À peu près, donc... Oui, c'est pas à 100%. Alors du coup, justement, la grève va se faire, tout va se passer fin août, entre la naissance, tout va arriver en même temps. À ce moment-là, on l'a dit, malheureusement, il va se passer encore des choses assez trop dures pour un couple ici. Donc restez avec nous parce qu'on va évidemment continuer à découvrir. Oui, puis rassurons quand même les auditeurs parce que quelquefois ça se passe vraiment très bien. Exactement, les choses passent très bien. Et puis là, il y a quand même aussi des belles choses qui vont arriver pour ce couple. Exactement. Donc restez avec nous, on écoute d'ici quelques instants sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Bourgois avec son livre L'Espérance du retour, publié aux éditions du Cerf, pour découvrir le parcours de Wassim, ce petit garçon qui à 1 an a été diagnostiqué avec une leucémie. Après avoir eu un parcours médical à Oran, en Algérie, ses parents l'ont emmené à Rouen, à Paris, et puis ensuite à Rouen pour le faire soigner. On a vu que le médecin et le professeur qui l'a pris en charge a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer justement de le soigner. Il a des périodes de rémission, on l'a vu, et puis à un moment il va y avoir une greffe qui va arriver d'une dame allemande. C'est bien ça, Elisabeth? Tout à fait, et le Yacine et Redija aimeraient beaucoup la remercier, cette dame. Alors si jamais il y a une personne allemande qui écoute, oui. Voilà, je le transmets leur remerciement parce que c'est un don de la vie. Oui. Et tous ceux qui peuvent donner leur sang, qui peuvent donner leurs plaquettes, qui peuvent donner leur moelle, c'est vraiment... On ne peut pas dire merci, parce qu'un merci, voilà, ça n'a pas de sens devant un don pareil. Oui. Donc, en tout cas, ça nous a coûté. Et vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Vraiment. On vous encourage, en tous les cas, à le faire. Donc, tout ça va arriver, en fait, là, ça va être... Wassim aura 2 ans, à peu près. Ça sera fin août de la 2e année. Où là, il y a tout qui va arriver en même temps, à savoir la naissance des jumelles, on l'a dit, plus lui, sa greffe. Yacine, le papa, qui va devoir gérer beaucoup de choses en même temps, puisque comme vous l'avez expliqué, malheureusement, une des 2 jumelles à la naissance, il y en a une qui va être en mauvaise santé et qui va décéder 4 jours plus tard, c'est ça? Pour les parents, parce que là, vous le dites dans votre livre, à un moment, il faut prendre un petit peu de respiration, prendre votre recul, parce que c'est vrai que on se dit, mais pourquoi? Enfin, j'imagine qu'à la place des parents, c'est même inimaginable d'avoir déjà à gérer la maladie de leur fils, Wassim. Ces 2 jumelles qui étaient une bouffée d'oxygène à la base quand la nouvelle est arrivée. Et puis là, des complications. Alors les 2 vont avoir des complications, mais il y en a une qui va avoir des complications de nouveau-né, on va dire, de prématuré, mais qui va s'en sortir sans séquelles et sans problème. Par contre, la deuxième, malheureusement, qui va décéder. Comment les parents, est-ce que vous avez discuté de ce passage en particulier ou... Alors, depuis le début, et d'ailleurs quand ils ont commencé à écrire de leur côté, j'ai toujours été frappée parce qu'ils parlaient du bon Dieu. Oui. Et donc, c'est Allah. Et j'ai vraiment
ressens dans tout ce qu'ils peuvent dire, c'est à quel point c'est leur foi en Allah qui les porte et leur amour, leur confiance l'un dans l'autre. Et il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas dans des épreuves pareilles. Parce qu'ils sont épuisés physiquement, moralement, etc. Et c'est les deux choses qui les ont énormément aidés. Et donc moi j'ai essayé de connaître et de comprendre cette religion musulmane que je ne connais pas, en allant y compris dans un centre funéraire musulman pour comprendre les rites. Et plus, c'est vrai qu'en fait, en dehors de comment ils tiennent, moi j'ai essayé aussi de me dire il faut que j'arrive à connaître, à les comprendre, à les connaître, parce que c'est quand la connaissance de l'autre qui nous aide à mieux les aimer. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas aimer. Voilà, on a des a priori, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai découvert aussi en les écoutant. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a la foi, que ce soit en Allah, en Dieu, en foi chrétienne, en Marie ou tout ça, c'est pas parce qu'on a la foi que c'est ça qui va nous empêcher de souffrir. Non, il y en a qui disent ah oui, bah toi tu as la foi donc ça va. Non, Non. non, c'est non. On est des humains comme. Et il faut que les autres prient pour nous. Ouais. Donc c'est la grand-mère d'ailleurs qui envoyait en permanence sur Facebook, envoyez vos doigts, c'est une prière, les amis, les doigts, voilà. Et c'est vrai que c'est, je pense, tout le soutien aussi spirituel de la famille qui les a beaucoup aidés avec des parents qui vont à la Mecque. Ouais. Donc ça a été un peu amusant à un moment parce qu'on se disait entre Allah, Mohamed, Jésus et la Sainte Vierge, franchement, il a tous les sens sur sa tête, ce petit Wassim, il va s'en sortir, Ouais. c'est pas possible autrement. Et c'est vrai que, non, mais c'est humainement, ce sont des épreuves très difficiles. C'est des épreuves difficiles, et ce que moi j'ai retrouvé en tous les cas dans ce livre, en effet, il y a aussi cette colère, parce qu'ils tombent aussi à une mauvaise période en France. Ils sont arrivés au moment des attentats du Bataclan. Exactement. Donc là, ils sentent, même si à l'hôpital, en effet, ils sont hyper contents parce que les infirmières sont compétentes, enfin tout le monde est compétent, il y a les infrastructures, mais de temps en temps, elle dit, j'ai découvert que j'étais une étrangère par le regard des autres que je ne connaissais pas. Ça a été aussi difficile par le contexte pour eux. Bah oui, bien sûr, parce que pour eux, l'islam, c'est pas le terrorisme, c'est pas du tout ça leur religion. Et donc c'est aussi ça ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Et donc pour eux, rien que Redija, forcément, elle a son petit voile. J'ai essayé de comprendre aussi tout ça. Oui. J'essaie de comprendre, et c'est tout un rite, toutes des coutumes que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas. Donc, qu'il faut respecter. Et dans les hôpitaux, l'essentiel, c'est une personne qui souffre, un enfant qui souffre, qui se bat pour vivre, des parents qu'il faut aider. Il y a tout un contexte de famille. Et point barre. Je crois que c'est la grandeur de la médecine de soigner les gens. Après, on a aussi évidemment cette réflexion logique. Oui, mais tout ça, ça coûte. Oui. Après, bon, les différents États étrangers, que ce soit l'Algérie, les États-Unis, l'Italie, ont des dettes envers la France parce que ils envoient leurs gens se soigner chez nous et ils ne payent pas ce qu'ils doivent. Donc ça ne va pas. Donc ça, c'est une question du gouvernement français qui doit essayer de retrouver l'argent de ces pays qui en donnent. Donc, et pour permettre justement un partage des capacités de soins. C'est tellement technique maintenant que si un pays se concentre sur certaines choses, c'est bien d'en faire profiter de ceux qui le peuvent. Voilà, ce sont des échanges que les médecins apprécient. Il y a aussi un autre aspect, une autre aide qui va leur venir. C'est une association qui est basée à Rouen qui va, quand ils vont les appeler, ils vont réagir vite. Alors il y a deux associations dans cet hôpital. Il y a l'association Ayada, oui, qui est vraiment orientée vers surtout les gens, les Algériens qui arrivent là, et pour les aider dans les démarches, pour les aider dans la compréhension du français, dans ce qu'il faut faire, qui
va apporter de quoi les vêtements pour la petite fille, enfin, etc. Donc c'est vraiment une aide matérielle tant que l'enfant est là, hospitalisé. Et il y a l'association Vie et Espoir qui là les a aidés aussi pour le logement. Oui. Ils n'allaient pas rester dans un genre d'hôtel. Après il fallait trouver un logement mais très spécial parce qu'il fallait que ce soit sain Oui. pour le petit bonhomme. Donc ça n'a pas été, non, c'est pas simple. Surtout quand on n'a pas de fiche de paie, des choses comme ça, c'est compliqué. Bah oui. Heureusement qu'il y a de l'aide justement par rapport à ces associations. Alors aujourd'hui, parce qu'on va quand même parler du présent, Wassim est toujours avec ses parents à Rouen, avec sa La petite sœur, Diana. ouais, qui va très bien, elle. Et Wassim aussi. Et Wassim aussi. Alors donnez-nous un petit peu justement, qu'en est-il aujourd'hui? Il a en fait un enfant qui subit un tel choc de santé et de traitement. Forcément, il a quelques retards de développement qui sont en train de s'arranger. Il n'a pas pu non plus avoir un contexte de vie sociale et avec d'autres enfants parce qu'il avait, quand il y a une grève de moelle osseuse, on perd toutes ses défenses immunitaires. Donc il fallait le temps que tous les vaccins soient remis à jour. Le moindre rhume, le moindre la varicelle, la rougeole, n'importe quoi, c'est une catastrophe. Parti, ouais. Donc là, ils vont bien. Maintenant, je dis, quand j'arrive chez eux, on saute dans les bras Tatazabeth, c'est trop mignon. Mais c'est vrai qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir, quand ce sera enfin possible, et en toute sécurité pour l'enfant, parce qu'il a quand même besoin de surveillance régulière, c'est, je le comprends, retrouver leur famille, que les enfants courent avec leurs petits cousins, aillent mettre les pieds dans l'eau, dans la Méditerranée, dans ce pays qui est magnifique, et revivre normalement, vraiment normalement, avec le chant j'ai perdu le nom, enfin bref, des mosquées, avec tout ce riz, dont ils ont besoin. Ouais. Alors, même si c'est des conditions qui ne sont pas pareilles, retrouver la fratrie, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines. Et c'est ça dont ils ont besoin. Et je pense que c'est ce qui va les aider à retrouver. Voilà. Moi, c'est vraiment le souhait que j'ai pour eux, qu'ils puissent avoir, sur un plan administratif, le moyen De voir et médical, le moyen. entrer. Donc à cela, ils sont toujours à Rouen. Ils sont toujours à Rouen. Ils continuent. Ils éclatent, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils ont envie. Ils ont envie de retourner évidemment dans leur pays et puis revivre. Et puis apprendre les garçons, il faut une école particulière pour lui maintenant, donc il faut trouver tout ça. Ouais, Et ils ont vraiment le souci de l'aider à s'en de sortir. se projeter. Et puis ils pourront oublier cette maladie il faut compter 10 ans, hein, donc 2026, hein, quand tout ira bien, hop, ils considéreraient comme définitivement guéris. C'est long. C'est long, mais c'est un beau combat en tous les cas que l'on retrouve pour ces deux parents. Moi je dirais qu'en plus de l'histoire qu'on découvre évidemment de ce couple et de leurs enfants, c'est aussi un vrai regard sur la tolérance que vous apportez ici avec votre regard de française par rapport à la découverte et de vouloir découvrir ce qu'est l'autre et notamment quand il est différent. Et c'est bien. Ce qui m'étonne, c'est justement qu'on soit étonné par ça. Ouais. Il n'y a pas de raison. Je sais pas, ils auraient pu être de n'importe quelle nationalité ou être des gens de mes voisins. Enfin, je sais pas, quand tout d'un coup on est devant des personnes qui. C'est pas qu'ils appelaient à l'aide, Non. mais c'est que j'ai compris que je pouvais leur apporter peut-être quelque chose. Mais enfin, il n'y a pas à être étonné. Il faudrait peut-être que tout le monde en fasse autant et on se porterait beaucoup mieux. Et une première et étape, alors c'est... le sourire des petits gosses, je craque complètement. En tous les cas, moi je vous conseille de lire le livre L'Espérance du retour d'Elisabeth Bourgois aux éditions du Cerf pour découvrir justement ce parcours et les différents parfums que l'on découvre dans les différents pays que l'on rencontre. Merci d'être avec nous, Elisabeth. Merci David. C'était un plaisir et on vous dit à très bientôt et restez bien avec nous pour la suite des programmes sur Vivre FM.